Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à être épanoui dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne louper aucun épisode. Nous sommes dans le premier épisode du mois d'avril, et qui dit premier épisode dit FAQ. Je vais répondre à 10 questions que vous m'avez posées autour de l'amitié et de la famille. Je vous rappelle que si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'écrire sur TikTok, je suis entièrement disponible. Je sélectionne les questions et j'y réponds une fois par mois dans les épisodes dédiés. Je préviens aussi, dans cet épisode, il n'y aura pas de questions autour des relations au travail. Donc si c'est une question à nouveau que tu as envie de poser, n'hésite pas à m'écrire et dans la prochaine FAQ, je traiterai de cette question. Pour le moment, on se concentre sur les questions familiales et amicales. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer l'épisode. La première question qui m'a été posée est la suivante. Comment retrouver de l'autorité sur mes petits frères et sœurs quand ma petite sœur, celle qui vient juste après moi, a réussi mieux que moi? Alors, je vais te donner du contexte. Il faut savoir que la personne qui m'a écrit ce message, c'est une jeune femme qui est dans le milieu de sa vingtaine et c'est l'aînée de sa famille. Mais il se trouve qu'elle a dû déménager, aller dans une ville très éloignée de là où elle habitait initialement, et elle a une petite sœur qui la suit, qui est aussi l'aînée de ses plus petits frères et sœurs. Et il s'avère que ses petits frères et sœurs respectent plus sa petite sœur qui vient juste après elle plutôt qu'elle. Et pour elle, les raisons, c'est qu'elle a réussi, elle est en couple, elle a une stabilité financière et elle a de l'autorité qu'elle n'a pas. Autre chose, elle s'est éloignée de sa famille, elle a connu des moments difficiles au niveau de la santé mentale, elle a dû abandonner ses études, elle n'est pas stable financièrement, elle n'est pas en couple depuis un certain temps. Et donc, ça crée un peu la discorde, on va dire, au niveau de l'autorité, s'agissant des plus petits frères et petites sœurs qui n'écoutent pas ce qu'elle dit et qui écoutent plutôt la petite sœur qui a bien réussi. Donc voilà les éléments de contexte. Alors, pour répondre à la question de la reprise d'autorité sur les plus petits frères et sœurs, moi, ce que je te dirais en priorité, c'est d'abord de te concentrer sur toi, en fait. Retrouver une stabilité, retrouver une vie qui te plaît, retrouver une santé mentale au top. À partir de ce moment-là seulement, tu pourras te concentrer sur ce que tu vas transmettre à tes petits frères et sœurs, sur ce que tu as envie de faire avec eux, les activités, les valeurs que tu veux léguer, etc. Occupe-toi d'abord de toi avant de vouloir t'occuper de tes petits frères et sœurs. Tu ne peux donner que ce que tu as. Donc si tu as le manque de confiance en toi, dans ta chair, si tu as la dépression en toi, si tu as le manque d'estime de toi en toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir léguer de valeur à tes petits frères et sœurs? L'autorité, ce n'est pas commander sur tes petits frères et sœurs. Je te rappelle que tu n'es pas leurs parents. L'autorité que tu veux détenir sur tes frères et sœurs, c'est pour pouvoir les éduquer, leur transmettre des valeurs. Qu'est-ce que tu vas leur transmettre si toi-même déjà, ce que tu vis, c'est dur? Occupe-toi d'abord de toi, occupe-toi de ta confiance, de ton estime, de ta santé mentale, de ta santé physique, de ta santé spirituelle. Quand tu sens que ça va mieux, tu n'es pas obligé d'être parfaite. Dans tous les cas, dans ces domaines-là, on n'est jamais parfait. On doit toujours s'améliorer. Mais quand tu sens que ça avance, tu sens du progrès, à ce moment-là, tu vas voir que l'autorité petit à petit que tu avais perdue sur tes frères et sœurs va commencer aussi à revenir. Tu vas pouvoir donner de l'amour parce que mentalement, spirituellement, tu es à un meilleur niveau. Tes petits frères et sœurs, comme tu en parles dans ta question, ne sont pas méchants, ne sont pas fermés à toi. C'est juste que là, ce que tu as à leur donner en ce moment ne leur plaît pas. Ils ont envie d'être inspirés, ils ont envie d'être éduqués sur des points importants, sur des points de valeur. Mais toi, tu ne peux pas donner ces points de valeur. Parce que spirituellement, mentalement et physiquement, ça ne va pas. À la différence de ta petite sœur, qui, elle, a l'air d'aller bien. Financièrement, professionnellement parlant, au niveau de ses relations, ça a l'air de bien se passer. Donc évidemment, de ce point de vue-là, elle a plus à donner que toi. Mais ne jalouse pas ta petite sœur. Inspire-toi d'elle. Autre point, tu n'es pas obligé d'avoir ce qu'elle a dans le matériel pour pouvoir retrouver de l'autorité sur tes frères et sœurs, pour pouvoir leur léguer quelque chose de valeur. Par exemple, tu n'es pas obligé d'être en couple pour pouvoir leur léguer quelque chose de valeur. Tu n'es pas obligé d'avoir un bon travail
pour pouvoir leur donner de l'amour, pour pouvoir les éduquer. Lorsque je dis de t'inspirer de ta sœur, je ne parle pas du niveau matériel, je parle vraiment du niveau mental, spirituel, relationnel également. Inspire-toi d'elle, que ce soit ta source de motivation et cultive de l'amour pour elle parce que c'est elle qui gère tes petits frères et sœurs en plus de tes parents. Si elle n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour tes petits frères et sœurs. Ils n'auraient pas eu les repères qu'ils ont aujourd'hui sans elle. Donc félicite-la parce que c'est elle qui prend le relais. Vous êtes une famille, il n'y a pas de concurrence à avoir. Vous êtes ensemble. Si aujourd'hui c'est elle qui gère le lead, c'est bien pour elle, c'est bien pour la famille également, c'est bien pour toi aussi parce que tu peux plus te concentrer sur toi, tu peux aller mieux. Tu sais que si demain toi en tant qu'aîné tu n'assures pas, il y a une autre aînée qui va assurer. Pour résumer ma réponse, prends soin de toi d'abord, progresse, occupe-toi de ta santé mentale, physique et spirituelle. Une fois que tu sens du progrès, tu peux commencer à penser à tes petits frères et sœurs. La deuxième question qui m'a été posée est la suivante, toujours dans le domaine des relations familiales. Mon père toxique est revenu dans ma vie après des années où on ne s'est pas parlé. Comment réagir? Alors, élément de contexte, c'est un message que j'ai reçu sur TikTok d'un homme qui m'a conté son histoire de vie. Son père le maltraitait, que ce soit psychologiquement, physiquement. Il a fini par déménager dans un autre pays. Pendant des années, ils n'ont pas eu de contact et il s'avère qu'ils se sont retrouvés dans une fête de famille dans le pays dans lequel il résidait actuellement en Europe et son père lui a adressé la parole, lui a demandé de l'aider pour le loyer. Il a commencé à lui parler, à lui demander des faveurs. Et l'homme qui m'a envoyé ce message m'a demandé comment il devrait réagir, surtout que son père ne s'est pas excusé, il n'a pas l'air de se rendre compte du mal qu'il lui a causé, il ose lui demander de l'argent, il ose lui demander de l'aide et si demain il le rappelle, comment il réagit en fait? Parce que lui, il a mal, lui, il n'a pas pardonné en réalité à son père parce que son père ne s'est pas excusé, donc comment il devrait réagir? La première chose que je dirais, c'est que lorsqu'on a subi un tel niveau de traumatisme, de maltraitance physique et psychologique, on doit en parler à un professionnel. C'est pas moi, Wendy, avec mon podcast qui parle de relationnel, qui vais pouvoir t'aider. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychologue. Le psychologue, il a les armes, en fait, pour pouvoir t'aider, pour parler de ton mal-être, pour traiter ce mal-être en toi. Moi, je n'ai pas les armes. Quand tu t'adresses à moi alors que tu sais pertinemment que je ne vais pas avoir les réponses à ce que tu me demandes, c'est comme si tu court-circuitais le vrai chemin et tu voulais pas aller voir le psychologue. Et toi qui m'écoutes, ça s'est vérifié dans ta réponse. T'as pas voulu consulter un psychologue quand je t'ai proposé la solution. Notamment à cause de cet état d'esprit très africain malheureusement, qui veut qu'on garde tout pour soi, qu'on ne se confie pas aux professionnels, parce que dans tous les cas, ils ne vont pas pouvoir être à même de nous aider. En plus de ça, t'es un homme, donc il faut rester fort, la masculinité, la virilité, patriarcat, etc. Donc t'as une pensée limitante par rapport à cela. Va consulter un psychologue. Vraiment, va consulter un psychologue, consulte un professionnel, quelqu'un qui va pouvoir parler avec toi de tes traumatismes, te donner des outils pour que tu ailles mieux et qu'à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir voir si tu continues d'avoir une relation avec ton père, si plutôt tu t'éloignes. En fait, c'est toi qui vas décider. Mais d'abord, tu dois extérioriser, tu dois en parler à un professionnel, tu dois reprendre ta santé mentale en main. Garder les choses pour toi ou demander des conseils par-ci par-là alors qu'on parle de traumatisme que tu as enfui en toi pendant des années, ça ne va pas t'aider. Donc c'est pas que j'ai pas envie de t'aider moi, c'est juste que j'avoue que je n'ai pas les armes pour t'aider et je n'ai pas envie de te donner une aide partielle, une aide qui ne correspond pas vraiment à mes compétences. Donc je te conseille, je te redis d'aller consulter un professionnel, sors de ces pensées limitantes. Dans tous les cas, tu y vas, ce n'est pas pour le crier sous tous les toits, tu n'es pas obligé de le dire. Si tu as honte, en fait, garde ça pour toi, en fait, mais tu peux pas avoir honte dans ta tête, c'est pas possible. Tu as peut-être honte de le dire, c'est une chose, mais tu peux pas avoir honte d'aller consulter, honte pour toi-même, parce qu'il en va de ta santé mentale, il en va de ton bien-être, et il en va aussi de l'éducation de ta descendance, de l'héritage que tu vas léguer à ta descendance. L'héritage émotionnel, l'héritage spirituel et ce qui va avec. Pour résumer le schéma de ma pensée, va consulter un professionnel, n'aie pas honte, c'est pour ta santé mentale et spirituelle. Troisième question,
Une amie de l'église a détruit ma réputation avec de fausses rumeurs. Les gens sont hypocrites avec moi. Que dois-je faire? Alors ma réponse va peut-être te choquer, mais c'est la suivante. Tu n'as rien à faire. Tu vas juste à l'église, tu suis ton culte, tu fais ton adoration, tu pries, tu rentres chez toi, sans t'occuper des personnes hypocrites à côté de toi. En fait, tu vas pas commencer à appeler les gens, à faire des grandes réunions, à discuter de ta réputation, des fausses rumeurs, et puis on met tout à plat. Rappelle-toi que t'es à l'église pour ton Seigneur, t'es pas là pour les relations. C'est important d'avoir des frères et sœurs en Christ, c'est important d'avoir de bonnes relations à l'église. Malheureusement, quand on a détruit ta réputation avec des fausses rumeurs, et que certaines personnes, sans d'abord t'avoir consulté, prennent des décisions de s'éloigner de toi, de répandre des rumeurs, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. C'est pas parce qu'on est à l'église que les gens sont automatiquement bons. C'est pas parce qu'on est dans un lieu saint que les gens sont automatiquement bons. Moi, je suis chrétienne aussi, mais je peux te dire que j'ai fréquenté des églises. Les gens étaient mauvais, en fait, même pire que ce que j'ai vu à l'extérieur. Le diable est partout, même à l'église. Je répète, le diable est partout, même à l'église. Les gens de l'église sont importants. Comme je l'ai dit, c'est important d'avoir des frères et sœurs en Christ. Mais si certains d'entre eux se comportent mal vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux courir après eux? Alors que dans la parole, c'est pas recommandé d'agir comme ça. Ils la lisent tous les jours, la parole. Ils sont là tous les dimanches. Ils savent qu'il faut pas se comporter ainsi. Mais ils ont décidé de se comporter ainsi. Donc c'est un choix de leur part, en fait. Autre observation, personne n'a eu le courage de venir te voir pour t'en parler. Personne. Donc pourquoi toi tu vas prendre les devants et tu vas parler de quelque chose de faux? Ça n'a pas de sens. Qui va assumer en fait que oui, on a entendu des fausses rumeurs et c'est pour ça que on s'est éloigné de toi et oui, effectivement, on n'est pas venu te voir. Pardon, on aurait dû venir te voir. Qui va assumer ça? Qui va assumer ça? Personne en fait, parce que c'est une position qui est trop gênante, c'est une position qui est trop malaisante. Et aucun adulte n'aime ça. Aime être dans une position où on lui rappelle ses faiblesses, où on lui rappelle ses torts. Surtout ceux qui sont à l'église, parce qu'ils partent du principe déjà qu'ils sont plus saints que les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont éloignés de toi. Pour eux, ils sont plus saints que toi. Ils ont plus la faveur de l'Éternel que toi. Des gens qui pensent comme ça, qui pensent être supérieurs aux autres, alors que la parole dit le contraire. Il n'y a pas à se voir plus beau que les autres. Il n'y a personne qui est plus beau que les autres, si ce n'est le Seigneur. Donc tu vas aller faire quoi en fait? Tu vas aller discuter, tu vas aller mettre les choses à plat, alors que tu as vu l'attitude. Ça va te retomber dessus. Ce que je te conseille, c'est déjà de ne rien faire. Attendre peut-être qu'on vienne directement te parler. À ce moment-là, tu donnes ta version, tu parles. Et là, c'est pas toi qui as engagé le débat, c'est pas toi qui as engagé la conversation. Donc tu n'es pas en porte-à-faux, on a décidé de te rapporter ça. Donc là, à ce moment-là, tu peux parler, tu peux te défendre. Mais avant, niet. Maintenant, quand je dis ça, je connais ton cœur. Tu vas me dire, non mais on est à l'église, on doit pardonner les uns les autres, on doit se faire du bien, on doit se donner de l'amour et tout. Tu sais que tu peux pardonner quelqu'un sans aller régler les choses, sans mettre les choses à plat. Tu peux pardonner tes frères et sœurs de l'église, tu peux quand même leur donner de l'amour, tu peux quand même être aimable avec eux quand il le faut. Par contre, de ce sujet-là, on ne va pas en discuter. En fait, on ne va pas en discuter, on ne va pas en parler. Et si vous vous éloignez, je ne vais pas forcer aussi l'amour, je ne vais pas forcer votre bienveillance, je ne vais pas forcer. Ton intelligence relationnelle, tu la gardes aussi quand tu es dans un lieu de culte. Tu la multiplies même dans un lieu de culte, parce que c'est là-bas où il y a les voraces, c'est là-bas où tu es vulnérable, c'est là-bas où tu vas vraiment, tu baisses toutes tes gardes, tu dis qu'il y a le Seigneur, il y a la présence de Dieu. Donc il faut faire attention. Donc pour résumer, je ne te demande pas d'avoir un cœur de pierre, je ne te demande pas de ne pas pardonner, de ne pas donner d'amour, je te demande juste d'être lucide et je te demande de te taire en fait. Tais-toi, occupe-toi sur ta relation avec le Seigneur et apprends de tes leçons. Ça t'évitera la prochaine fois d'étendre ta vie comme ça, sans avoir cerné à qui tu parles, sans faire attention à ce que tu dis sur des éléments de ta vie. Forcément, il y a des choses comme ça qui se produisent parce que tu as baissé tes gardes là où tu n'aurais pas dû. Quatrième question. Pourquoi mes amis ne mettent pas la même énergie que moi? Ça me force à changer de groupe d'amis tout le temps. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas quoi en penser. J'avoue que quand j'ai reçu ce message, moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit, comment c'est possible en fait que tu changes d'amitié à chaque fois et à chaque fois, c'est le même schéma qui se répète.
Donc j'ai réfléchi pendant longtemps, hein, pendant 2, 3 semaines et tout, j'ai vraiment réfléchi et je suis arrivée à cette conclusion qui est la suivante. Cette conclusion, je vais la diviser en 3 points. Le premier point, c'est que si le même schéma se répète, c'est que tu fais tout le temps la même chose. Si le même schéma se répète, c'est peut-être parce que tu choisis le même profil de personne. Troisième chose, si le schéma se répète, c'est peut-être à cause de la dynamique de groupe que tu choisis tout le temps. Premier point, tu as les mêmes agissements. Dans chaque relation amicale dans laquelle tu es, tu organises toujours tout, tu ne demandes pas aux autres de prendre des initiatives, tu ne t'intéresses pas aux autres, tu n'attends pas des autres qu'ils agissent aussi pour la relation. Ton standard, il est bas. Pour toi, c'est toi qui dois faire les choses. C'est toi qui dois prendre les initiatives. C'est toi qui dois tout faire. Tu dois faire beaucoup parce que tu veux cette relation amicale. Sur ça, je suis 100% d'accord. Mais tu dois aussi avoir un standard qui est quand même la réciprocité. Minimum de réciprocité. Quand tu as accepté que le standard, c'est que c'est toi qui bouges à chaque fois, c'est toi qui mets l'énergie en premier, tu as accepté ça, tu n'arrives pas à exprimer en fait ton désir de réciprocité. Tu n'arrives pas à l'exiger. Tu as peur aussi de l'exiger parce que tu te dis, mais si tu l'exiges, les gens vont partir. Et donc, tu te mets dans cette position où tu fais tout, tu laisses pas les gens travailler. Même quand on te propose, tu veux quand même tout faire, tu veux tout organiser. Résultat, les gens ne mettent pas la même énergie que toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le type de personne que tu choisis. J'écoutais un épisode de podcast hyper intéressant de Danielle Bayer-Jackson et Nina Badzin. Les deux, elles ont un podcast sur l'amitié que je vais mettre en description évidemment. Il faut comprendre l'anglais parce que si vous ne comprenez pas l'anglais, il n'y a pas de traduction. Mais bref, pour revenir à l'idée, j'écoutais cet épisode de podcast où Nina disait qu'il y a des amitiés où tu vas mettre plus d'énergie que l'autre. Il y a des amitiés où tu vas prendre plus d'initiative. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, c'est vrai que je me suis déjà retrouvée dans des configurations comme ça, où je mets plus d'énergie, où c'est moi qui prends plus d'initiative, mais je me suis aussi retrouvée dans la situation inverse, où on met plus d'énergie que moi. Et ces relations, elles vont pas mal pour autant. Ça se passe bien. Et la condition que Nina imposait, c'est que tant que l'autre est réceptif à ce que tu proposes, ça va, tu vois. Maintenant, là où moi j'apposerais une nuance, c'est que ces amitiés existent, ça va arriver, donc c'est pas grave si dans certaines amitiés tu prends plus d'initiative, tu mets un peu plus d'énergie, c'est pas grave. Le problème arrive quand tu as que des amitiés comme ça. Moi, j'ai des amitiés où je mets un peu plus d'énergie, j'ai aussi des amitiés où on met plus d'énergie que moi. Je finis par avoir mon équilibre, parce que moi, je mets beaucoup d'énergie dans certaines amitiés. Enfin, je dirais pas que je mets beaucoup d'énergie dans certaines amitiés, je mets beaucoup d'énergie dans toutes les amitiés. Mais il y a des amitiés où parfois les autres en mettent un peu plus que moi. Et il y a parfois des amitiés où j'en mets un peu plus que l'autre. Et je me sens quand même bien parce que les autres sont réceptifs, parce que moi-même je suis réceptive. Donc il n'y a pas de souci. En revanche, j'ai un équilibre parce que j'ai les deux. Toi, si tu n'as qu'un seul type d'amitié, c'est normal en fait que tu te sens dépouillé d'énergie parce que tu as l'impression que pourtant on va jamais mettre de l'énergie en fait. T'as pas ces amitiés où les autres y mettent un peu plus d'énergie que toi. Une amitié pour contrebalancer tout le reste. Le problème, il peut se cacher dans les types de personnes que tu choisis. Est-ce que c'est des personnes qui sont très occupées ou des personnes qui ne prêteraient pas attention à toi en temps normal? Donc forcément, tu es obligé de donner plus d'énergie parce que c'est des personnes qui ont déjà leur relationnel qui est établi, ils ont déjà des meilleurs amis, des amis d'enfance, et toi, tu viens te rajouter à ce groupe, tu viens te rajouter à cette configuration. Donc forcément, tu dois trimer. Quelles sont les amitiés que tu choisis? Quels sont les types de personnes que tu choisis? C'est bien d'avoir des personnes qui t'inspirent, c'est bien d'avoir des personnes qui sont au-dessus de toi au niveau social dans la vie, c'est bien d'avoir des personnes qui sont plus intelligentes, plus cultivées, des personnes qui sont fortes dans le relationnel, c'est bien, mais tu dois contrebalancer en fait, sinon tu vas toujours te retrouver à courir derrière ce type de personnes parce que elles ont déjà tout établi dans leur vie en fait, et toi t'es que le petit bonus. Donc elles n'ont pas ce sentiment en fait de prendre soin, on va dire, comme d'autres amitiés, à votre relation.
Donc choisis des personnes aussi qui te ressemblent, des personnes qui te trouvent génial aussi. Et des fois le problème c'est que tu ne veux pas en fait de ces personnes qui te trouvent cool, qui te trouvent génial, qui se retrouvent en toi parce que tu estimes qu'elles te correspondent pas, qu'elles correspondent pas à l'image que tu veux refléter, au statut social que tu veux refléter, etc. Or, ces amitiés, elles te font du bien. Tu sens que là, tu es vraiment valorisé pour qui tu es, tu es vraiment valorisé pour tes qualités, et on met beaucoup d'énergie, des fois même plus que toi, et ça te fait du bien. Donc, il est important que tu contrebalances. Et enfin, le troisième point, qui est la dynamique de groupe. En fait, pour moi, le groupe d'amis, et dans tous les cas, j'en ferai un épisode de podcast, pour moi, c'est une dynamique qui est faussée et je trouve que tu ne devrais pas faire partie d'un groupe d'amis si déjà tes amitiés individuelles, c'est la cata, ça se passe pas bien et tout. Un groupe d'amitié renferme plusieurs amitiés individuelles. En tout cas, c'est ma conviction. Ça n'existe pas un groupe d'amis où tout le monde s'entend hyper bien, les relations sont égales avec tout le monde. Il y a forcément des amitiés individuelles à l'intérieur, des amitiés plus fortes, des amitiés moins fortes, des fois que de l'amabilité, des fois on a un groupe d'amis mais tu t'entends pas forcément avec une certaine personne, c'est juste que c'est l'ami d'un ami à toi. Donc la dynamique de groupe, tu vois, elle a un peu... En fait, si tu as du mal dans le relationnel, si tu as du mal en amitié, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi parce que tu vas attendre que chaque individu du groupe mette de l'énergie, te considère également comme une autre personne du groupe, alors qu'en fait, c'est une amitié qui date, c'est une amitié qui est plus forte que l'amitié qu'on a avec toi. Et tu vas te sentir exclu du groupe et tout. Si tu sais pas gérer les amitiés, tes amitiés individuelles, ça va pas, le groupe d'amis, c'est juste pour dire en fait que t'as des amis, mais en vrai, toi-même, tu sens là que dedans, t'es pas bien. S'agissant du groupe d'amis, déjà, est-ce que c'est des personnes qui se connaissent avant qu'elles t'aient rencontré toi? Si c'est le cas, forcément, tu vas sentir qu'on met pas la même énergie que toi. Parce que c'est toi qui dois t'intégrer, c'est pas eux. Eux, le groupe, il existe déjà avant que toi t'arrives. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est des personnes qui se connaissent pas avant, mais elles viennent des mêmes écoles. Elles viennent des mêmes quartiers. Elles viennent de la même ville. Donc elles ont des points en commun que toi tu n'as pas avec elles. Ça c'est quelque chose que j'ai connu à l'université. Ils venaient de la même ville, ils venaient à peu près des mêmes quartiers, des mêmes écoles. Donc ils avaient plus de choses à se dire que moi j'avais à leur partager. Donc forcément c'est moi je dois travailler plus. Forcément c'est moi qui dois m'intégrer. Et donc tu peux sentir que tu fais énormément d'efforts, tu mets énormément d'énergie, mais c'est normal, c'est parce que tu intègres une configuration où c'est toi un peu le vilain petit canard. Donc la dynamique de groupe, tu dois vraiment l'analyser. C'est pas en changeant de groupe que les choses vont changer. Comme je l'ai dit déjà, un groupe, si t'es pas très bonne concernant le relationnel amical, ne t'embarque pas dans un groupe. Il y a trop de choses que tu vas pas comprendre. D'abord, occupe-toi de relations individuelles. Quand ce sera maîtrisé, là, tu passes à un groupe. Mais avant ça, je te conseille pas. Tu vas parfois te sentir exclu. Tu vas voir qu'il y a des amitiés individuelles qui sont plus fortes que d'autres. Tu vas pas te sentir bien. Mieux vaut avoir une amitié profonde, une amitié sincère et réelle, que d'avoir plusieurs amis superficiels, on sait pas trop la relation elle donne quoi, on connaît pas les attentes de chacun et tout. Concentre-toi d'abord sur les amitiés individuelles, moi c'est ce que je te conseille, avant d'aller de jump dans un groupe d'amis. Cinquième question, ma mère est toxique, j'ai quitté mon domicile familial exprès, mais je n'ai pas pu assumer financièrement, je suis revenue à la maison, je ne supporte plus sa présence, que faire? Alors sur cette question, je vais pas trop m'étendre parce que j'ai déjà un épisode qui est consacré à cette thématique et également dans la question qui m'a été posée par rapport au père toxique, il y a des éléments de réponse qui vont se rejoindre. Lorsque tu es dans une situation toxique, dans une configuration où ton mental, ton spirituel, ton physique est mis à rude épreuve, quotidiennement, consulte un professionnel. Pour en parler, c'est important, ça te permet de mieux vivre au jour le jour, on te donne des outils pour aller mieux, tu sens que tu extériorises, ça va beaucoup mieux, tu acceptes la situation aussi et tu commences à voir un peu de lumière. Tu es jeune, tu vas te reconnaître, profite des structures gratuites, il y a des numéros que tu peux composer, des institutions spéciales, des organismes spéciaux qui vont pouvoir te prendre en charge psychologiquement. Donc ne néglige pas. En complément du suivi psychologique, j'ai un épisode que j'ai intitulé « Je vis avec des parents toxiques, que faire ?» que je vais mettre en description. Tu peux aller l'écouter. Je te donne
une méthode que tu peux suivre quotidiennement pour vivre avec ta mère toxique jusqu'à ce que tu puisses financièrement, tu puisses être dans les meilleures dispositions pour quitter le domicile familial pour de bon. Donc pour résumer, suivi psychologique et épisode de podcast, je vis avec des parents toxiques, que faire? Je te mets l'épisode en description. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Ça permet au podcast d'avoir plus de référencement, ça permet aux épisodes de podcast d'être mieux promus. Et si cet épisode t'aide, il aidera forcément d'autres personnes. Donc je t'invite à ne pas oublier les étoiles et les commentaires pour ceux qui sont sur Spotify. N'hésite pas aussi en commentaire à me poser ta question. J'y répondrai dans la FAQ du mois de mai avec plaisir. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. 6e question. Je n'ai pas été abandonnée par mon père, mais bizarrement, j'ai toutes les conséquences d'une femme abandonnée par son père. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je dois en penser? Alors, pour des éléments de contexte, c'est une question qui m'a été posée en dessous d'un post TikTok où j'énumérais 3 conséquences de l'abandon d'un père. Première conséquence que j'ai énumérée, vouloir l'attention des hommes âgés incessamment. Deuxième conséquence, avoir une vision caricaturale de la masculinité. Et troisième conséquence, la peur de l'abandon. Pour la question qui m'a été posée, ce que je dirais, c'est que les conséquences que j'ai énumérées sont valables pour l'abandon d'un père, mais également dans les cas où tu as vécu avec un père ou avec des figures masculines qui n'ont pas été saines. Par exemple, si tu as eu un père qui était présent mais qui ne s'occupait pas de toi, qui n'était pas une figure de masculinité saine, tu peux avoir le symptôme d'une femme qui a vécu dans cette configuration-là et avoir une vision caricaturale de la masculinité. S'agissant par exemple de l'attention des hommes âgés, si dans ton vécu, il y a toujours eu tes oncles qui t'ont donné de l'attention, des grands qui t'ont donné de l'attention, même si tu as eu un père qui est présent, tu peux automatiquement te dire que vu que l'attention, c'est les hommes âgés qui me donnent, je vais continuer à courir après ça. Autre exemple, parfois en fait, tu as eu un père qui était présent, tu as eu un père même qui était aimant, mais les garçons de ton âge, ils t'ont pas calculé en fait. Ils t'ont pas calculé, même les garçons plus âgés, ils te calculaient pas trop. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu es devenue belle, tu veux prendre ta revanche et tu veux commencer à sortir avec des hommes âgés pour prouver aux autres là qu'ils te calculaient pas que c'était des vieux mecs en fait. S'agissant de la peur de l'abandon, parfois c'est ta mère qui t'a abandonné et pas ton père. Parfois c'est tes copains plusieurs fois qui t'ont abandonné. Donc la peur de l'abandon, tu vois, c'est pas que l'abandon de ton père. Ça peut aussi être expliqué par une mère qui t'abandonne, par des hommes qui t'abandonnent, par des amis qui t'abandonnent. Donc ce que je dirais, c'est que les conséquences que j'ai citées dans ce post, elles sont aussi explicatives d'autres situations. Donc tu peux avoir vécu d'autres situations, par exemple les exemples que j'ai donnés, et avoir ensuite ces conséquences, avoir ces symptômes-là en toi. Donc à ce moment-là, ton travail, c'est d'identifier les situations, les cas de figure qui ont causé ça, et ensuite de travailler sur tes blessures intérieures pour sortir un peu de ce trou noir. 7e question, comment se faire des amis quand on reste dans sa chambre isolée et qu'on stresse pour formuler une phrase? C'est une question qui m'a été posée par une jeune fille. J'ai reçu un message sur TikTok et elle va intégrer là son BTS prochainement. Et elle se demande comment faire en gros pour bien s'intégrer dans ce BTS, avoir des relations, ne pas être mise à l'écart et même pour ses relations interpersonnelles, ses relations amicales, comment faire pour que ça se passe mieux, comment faire pour qu'elle puisse rencontrer des gens. Et il faut savoir qu'elle stresse énormément parce qu'elle n'a pas l'habitude en fait de rencontrer des gens, donc elle a peur de mal formuler une phrase, elle stresse beaucoup à ce niveau-là. Ce que je donnerais comme réponse, c'est que tu dois sortir déjà de ta chambre. Tu ne peux pas créer des amitiés si tu es dans ta chambre isolée sur ton téléphone, en train de lire tes livres, regarder tes séries. Tu dois aller à la rencontre des autres pour créer des amitiés. S'agissant du stress, le stress est normal, surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas rencontré de nouvelles personnes, tu n'as pas interagi, le stress est normal. Mais la cure du stress, c'est l'action et c'est pas la réflexion sur le stress. Ça, c'est quelque chose que tu dois retenir.
En fait, le stress, il gagne toujours parce qu'on réfléchit sur lui plutôt que de le contrer en agissant. Si tu agis, le stress va diminuer automatiquement parce que tu l'as combattu avec la bonne arme. Mais quand tu réfléchis au stress, tu veux trouver des techniques pour faire descendre ton stress, tu penses au stress de façon permanente, forcément le stress va résister, le stress va rester où il est. Autre point, l'amitié, c'est un échange. Ce n'est pas une dictée, ce n'est pas un concours d'éloquence, ce n'est pas un oral. Je te dis ça parce que tu es plus concentré sur la phrase à formuler que l'échange. Comment vous pouvez expliquer, vous qui m'écoutez, et là je parle vraiment à tout le monde, comment vous pouvez expliquer que des étrangers qui ne savent pas bien s'exprimer en français n'ont pas honte de parler? Eux, ce qu'ils veulent, c'est de se faire entendre. Et dès qu'ils arrivent dans un pays, dès qu'ils arrivent dans une ville, tout de suite, ils ont 2-3 amitiés, 2-3 connaissances et ils s'en sortent. Ils ne sont pas focalisés sur la phrase à formuler, ils sont concentrés sur l'échange, sur le fait d'être compris. Et à ce moment-là, ils apprennent la langue. Parce qu'on échange avec eux, il y a des personnes en face qui parlent mieux la langue, qui formulent mieux leurs phrases, elles retiennent et elles aussi, elles améliorent leur niveau de langue. L'essentiel, c'est que tu sois compris dans un premier temps. L'essentiel, c'est que tu sois toi comprise dans un premier temps. Ensuite, tu vas mieux formuler tes phrases parce que tu seras moins stressé, parce que tu auras appris aussi des autres. Donc, déstresse. Sois focus sur l'échange plutôt que la phrase à formuler. Et je répète, tu dois sortir de ta chambre pour aller vers les autres, pour créer des amitiés. Fais des choses que t'aimes, visite des musées, va dans des groupes d'échange, va assister à des conférences. Je ne sais pas ce que tu aimes, peut-être que c'est tout autre chose que ce que je suis en train de citer, mais fais des choses que tu aimes, fais des choses où tu vas rencontrer des gens en fait dans un premier temps. Ensuite, tu pourras échanger et forcément de là va découler des amitiés. 8e question. Comment gérer une one-sided relationship sans perdre cette amitié? Alors déjà, une définition de one-sided relationship. C'est une relation amicale, là en l'occurrence, où une seule personne met de l'énergie. C'est toujours la même personne qui propose les sorties, c'est toujours la même personne qui demande si l'autre va bien, c'est toujours la même personne qui est en action. Alors le premier point que j'ai envie d'évoquer, c'est ta peur de perdre cette amitié. Tu as plus peur de perdre une amitié que de trouver des amitiés où tu es épanoui. Et ça arrive souvent dans des amitiés où il y a un vécu, c'est des personnes qu'on a rencontrées à des moments difficiles de notre vie, c'est des personnes qu'on connaît depuis l'enfance, c'est des personnes qui connaissent notre famille. C'est vraiment des relations où on est très attaché émotionnellement, on n'arrive pas à les lâcher. Le problème de notre attachement émotionnel, c'est qu'on n'arrive plus à être lucide et on commence à poser des questions sans vraiment savoir ce qu'elle veut dire. On commence à poser des questions, mais quand on entend la réponse, on veut agir autrement. Pourquoi tu veux absolument pas perdre cette amitié? Je dis pas que cette amitié, tu vas la perdre, mais je veux juste te faire enlever la peur de perdre cette amitié. Si demain tu perds cette amitié, c'est pas grave. Ne te dis pas que c'est grave, que tu vas devoir ramer, tu vas devoir courir et tout. Non, c'est pas grave. Si tu penses que c'est grave, tu es en train de développer la dépendance à cette personne, la dépendance à cette relation amicale particulièrement. Et c'est pas bon. Une personne qui est dépendante, elle donne pas envie. On n'a pas envie de l'aider, on n'a pas envie en fait de prendre soin d'elle, on n'a pas envie. C'est méchant, je sais, mais on n'a pas envie en fait, une personne dépendante. À part un psychologue, à part un psychiatre, mais nous là, humains comme ça, on n'a pas les compétences et tout, on n'a pas envie de s'occuper de ça. Donc déjà, ça donne pas envie à ton ami, entre guillemets, de s'intéresser à toi parce que tu es trop là derrière la relation alors qu'elle, elle est plutôt indépendante vis-à-vis d'elle. Donc premier point, tu dois enlever cette peur de perdre l'amitié. Deuxième point lié à la dépendance que j'ai évoqué, lorsque tu te retrouves dans une relation amicale où tu mets tellement d'énergie, tu mets énormément d'énergie, c'est parce que cette énergie-là, tu la mets entièrement dans cette relation amicale et tu la mets pas en toi. Je réexplique. En fait, au lieu de mettre autant d'énergie dans cette relation amicale, tu devrais mettre une partie de cette énergie en toi. Et c'est ce qui fait que la relation amicale, elle est attrayante, elle est indépendante, elle est saine, on a envie aussi de s'intéresser à toi. Mais toi, t'as déjà rien pour toi-même, spirituellement, mentalement, physiquement, culturellement parlant, tu n'as déjà rien pour toi, et tu mets le peu que tu as
dans cette relation, tu deviens une personne vide, on n'a pas envie de s'intéresser à toi, tu deviens dépendante et en fait, l'effet que ça fait, c'est qu'on s'éloigne de toi plutôt qu'on se rapproche de toi. Dans une relation amicale, donner, c'est bien. C'est même un pilier important. Le partage, l'investissement, on se donne, c'est important. En revanche, on donne ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu vas donner quoi? Donc tu es obligé de te recharger en fait, avec des moments de solitude, avec des moments de prière, avec des moments où tu prends soin de toi pour ensuite créer une relation amicale qui est saine, qui est intéressante, dans laquelle on a envie de se plonger. Mais autrement, en fait, tu écartes en fait les gens qui sont à côté de toi. Tu les écartes, tu les fais s'éloigner parce que tu n'as rien d'intéressant à dire, tu n'as rien d'important à donner, tu n'as rien de valeur à investir. Donc le deuxième step, déjà, c'est de couper là une énergie que tu donnes dans cette relation et de te la donner à toi, de te consacrer cette énergie. Et enfin, va créer d'autres amitiés. Si c'est ta seule amitié importante, forcément la perdre, ça voudrait dire que tu vas te retrouver seul. Mais si tu as d'autres amitiés où l'énergie, elle est à peu près équilibrée, tu t'en fiches en fait si tu perds une amitié où on met même pas la même énergie que toi, on s'intéresse pas à toi, on ne demande pas si tu vas bien ou si tu vas pas bien, on s'investit pas, on te soutient pas. Tu conserves cette amitié dans ta vie parce que tu sais que c'est la seule personne qui compte vraiment pour toi. C'est la seule personne qui, waouh, tu te dis, ok, j'ai cet ami avec moi. Mais si tu en as plusieurs, tu t'en fiches en fait. Tu fais la sélection et tu gardes les personnes qui sont vraiment intéressées par toi, des personnes qui sont réceptives, des personnes qui veulent réellement de toi. Diversifie tes relations amicales. Une relation amicale ne peut pas remplir tous tes besoins affectifs amicaux. C'est pas possible. C'est pour ça que tu dois diversifier. Donc, je résume. Premier point, retirer la peur de perdre l'amitié. Deuxième point, s'accorder de l'énergie, se consacrer de l'énergie. Et troisième point, créer d'autres amitiés. Neuvième question, est-ce qu'une personne intéressée par message, mais pas dans la vraie vie, me porte réellement de l'intérêt? Ma réponse, elle va être brève, c'est non. Dans la vraie vie, on n'est pas capable de te montrer le même intérêt qu'en message, c'est que l'intérêt, il n'est pas si puissant que ça. Donc on laisse ça de côté. Tu veux quelqu'un qui agisse de la même manière en public et en privé. Si en privé, on arrive à travers des messages, des vidéos, mais dans la vraie vie, on n'arrive pas, faut laisser ça de côté. Et enfin, 10e question, qu'est-ce qui va arriver si je ne révèle pas à mes enfants que leur père est pervers narcissique? Alors, c'est une question qui m'a été posée en dessous d'un post TikTok et je vais répondre à cette question en 3 points. Ce qui va arriver dans un premier temps si tu dis pas à tes enfants que leur père est pervers narcissique, c'est qu'ils ne vont pas comprendre ta colère, ta tristesse, ton état psychologique vis-à-vis de ton père. À leurs yeux, il n'est pas nécessairement pervers narcissique, à leurs yeux, il n'est pas toxique. Donc, ce que toi tu fais, la colère que tu exprimes, la tristesse que tu exprimes, va paraître parfois excessif aux yeux de tes enfants si tu ne leur révèles pas que leur père est pervers narcissique. Et là, je parle vraiment du vécu. La deuxième chose qui peut arriver, c'est que tes enfants sont exposés malgré eux à la toxicité de leur père sans en être conscients. Ils peuvent même devenir victimes de la perversion narcissique de leur père. Et ça, c'est dangereux parce que tu n'as pas prévenu tes enfants. Quand ils ont un certain âge, tu ne leur as pas donné des clés pour résister à cette toxicité. Et enfin, un troisième point, c'est qu'ils peuvent t'en vouloir. Tu les as exposés à cette toxicité, donc on rejoint le point 2. Tu ne leur as pas donné les armes. Ils ont un sentiment désagréable vis-à-vis de toi. Ils ont l'impression que tu les as envoyés à la fournaise, en fait, sans les prévenir, sans rien leur dire. Et ils se retrouvent à 25 ans, 30 ans, à être victimes du pervers narcissique qui est ton mari, qui est ton homme. Et c'est compliqué pour eux. Donc voilà les 3 conséquences si tu gardes le silence par rapport à la perversion narcissique de ton mari à tes enfants. Ça peut être compliqué pour eux. Là, c'est des réponses que j'ai données avec mon savoir et ce que j'ai vécu. Je ne suis pas une experte sur la perversion narcissique, donc il peut y avoir plusieurs autres raisons. Je t'invite à te renseigner.
L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai parcouru avec toi 10 questions autour de l'amitié et de la famille. J'espère que l'épisode t'a aidé. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à tes amis afin qu'elles puissent avoir du knowledge relationnel, afin qu'elles puissent grandir en intelligence relationnelle. Je te rappelle également que tu peux m'envoyer un message sur TikTok et je répondrai à ton message déjà directement, et aussi dans la FAQ du mois de mai. Tu peux aussi m'envoyer un mail, et c'est ce qu'a fait récemment une abonnée de ce podcast. Elle m'a envoyé un mail qui était très long. Je lui ai fait une réponse de 4 pages bien détaillée, donc n'hésite pas, je suis disponible par mail aussi. Je te mets mes coordonnées en description. En attendant, médite bien sur cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!